Fréquence Auto, Fréquence Auto, la radio des salariés de l'automobile. tous les sujets qui concernent les salariés de l'auto sont dans Fréquence Auto. Florence Lagarde, Louis Hamelin. Bonjour à tous, nous sommes de retour, Fréquence Auto, la radio des salariés de l'automobile, comme tous les mois pour aborder un nouvel enjeu qui concerne les entreprises françaises. Bonjour Florence. Bonjour Louis, bonjour à tous. Au sommaire de cette émission, nous allons donc parler du droit à la déconnexion. C'est une nouvelle obligation pour les entreprises qui fait écho à la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Oui, avec notre invitée Françoise Maréchal-Thiolan, nous allons pouvoir évoquer les effets négatifs de l'usage des outils numériques sur les salariés, se demander si le droit à la déconnexion est un droit ou un devoir et comment il s'applique. Et juste après, ce sera Patrick Michel que nous recevrons pour évoquer le regard de FO sur ce thème. Et voilà, c'est Fréquence Auto, c'est sur YouTube, alors on vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à partager autant que possible ce rendez-vous. Nous sommes en direct de Nextdoor, qui est un lieu de coworking hyper confortablement installé, il faut le dire quand même, On est bien. en C'est région beau. parisienne, c'est très beau. Et donc si vous découvrez cette émission, on commence toujours par le répondeur, on va donc écouter vos interrogations sur le sujet. Fréquence Auto, Fréquence Auto, les salariés ont la parole. Je n'ai aucun mal à rester un peu plus tard pour aider ou échanger avec un client, mais si c'est pour faire de la photocopie ou du reporting à cause d'un bug informatique, c'est non. Et c'est pareil pour ce qu'on appelle les bullshit jobs, c'est non. Pour être reconnu, il faut faire quelque chose d'utile. Bonne journée Fréquence Auto. Il faut peut-être regarder ce qui se fait dans les startups, qui semble être un modèle basé sur les besoins des salariés. La pointeuse et les horaires, c'est d'un autre monde, d'une autre époque. Aujourd'hui, on parle de tiers-lieux, de coworking, de télétravail. Ça change les choses. Et il faut vivre avec son temps. Selon moi, la responsabilité sur ces questions, c'est pas seulement du point de vue de l'entreprise. C'est aussi la responsabilité des collaborateurs. Couper du travail, ça passe aussi par passer de vrais moments en famille, de vrais moments avec ses amis. Et je crois qu'il faut apprendre à être libre ensemble. Et par contre, quand on est au travail, on est attentif à ce que l'on fait. Derrière ces questions d'équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, on sent que le rapport au temps de travail n'est plus tout à fait le même. Quand est-ce que commencera la journée de travail et quand est-ce qu'elle se terminera? Aurons-nous des horaires fixes à l'avenir? Merci. Fréquence Auto, Fréquence Auto, l'expert. Françoise Maréchal-Thiolan, vous êtes avocate inscrite au barreau de Bayonne et de Paris et spécialisée sur le sujet de la médiation au travail. Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises doivent proposer soit un accord, soit une charte sur la déconnexion. Est-ce que c'était nécessaire de faire une loi sur le sujet? Est-ce que c'est un droit? Est-ce que c'est un devoir? Dites-nous. Oui, bonjour. Alors oui, c'est un droit et un devoir. C'est un droit pour le salarié de ne pas être obligé de se connecter durant sa vie chez lui, dans sa famille, pendant ses congés. Et c'est un devoir pour l'entreprise que de mettre en place ces mesures du droit à la déconnexion par effectivement une négociation annuelle obligatoire, par une charte, à défaut de trouver cet accord, et pour aussi les salariés qui sont en forfait jour. Il faut absolument le prévoir, puisqu'il peut y avoir des débordements évidemment très importants du temps de travail des salariés en forfait jour. Et donc s'il n'y a pas d'accord, l'entreprise a l'obligation d'afficher une charte. D'afficher une charte et de trouver des solutions, ce qui serait un peu dommage, puisqu'en fait le principe c'est de négocier et de débattre, de mettre le travail en débat et cette hyperconnexion qui peut effectivement être dangereuse pour la santé et le bien-être des salariés. Mais ça se négocie entreprise par entreprise. Alors ça se négocie entreprise par entreprise, effectivement. Donc nous, on a choisi une méthode un peu formelle. Française. Française. Voilà, nous aimons légiférer plutôt que de trouver, déjà d'utiliser les outils qui sont à notre disposition, ce que faisaient déjà certaines entreprises. Mais c'est vrai que de mettre en place une loi permet évidemment de s'y référer si l'employeur a un manquement. Mais à contrario, on pourra se poser, ça sera peut-être des questions abordées, du rôle du salarié dans sa propre protection. Quand on écoute le répondeur, quand on écoute les interrogations des salariés, on se rend compte que avec l'arrivée des réseaux sociaux au travail, l'arrivée des smartphones et des mails qu'on peut recevoir très tard le soir, est-ce que cette limite, elle est dangereuse pour vous, pour la santé du salarié, pour le bien-être des choses? Dans l'arrivée de tous ces outils, il y a un côté lumineux et un côté évidemment sombre. Aujourd'hui, on voit beaucoup de salariés qui sont amis avec leur manager, qui sont amis avec leurs clients, leurs fournisseurs, et donc tout le monde se suit sur Facebook, LinkedIn, et on se tutoie beaucoup. Donc dans tous les cas, il n'y a
plus vraiment, enfin la frontière vie personnelle, vie professionnelle est de plus en plus fine. Donc il est clair qu'il y a une capillarité énorme entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de le négocier et d'établir un véritable diagnostic dans l'entreprise avant de prendre des mesures, parce que si on décrète pendant 3 jours par exemple, comme cela a été fait dans une mairie, on ne s'envoie pas des mails. Eh bien le résultat c'est qu'il y a une baisse de 75% pendant ces 3 jours, et le lendemain, vous avez un pic phénoménal. Ouais. Donc, ça n'a pas de sens. Voilà. Et c'est vrai que l'arrivée des smartphones dans notre vie, mais d'un côté comme de l'autre, beaucoup de salariés passent du temps sur Facebook, en entreprise, et vice-versa. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'ils arrivent chez eux, on sait que beaucoup de cadres travaillent le soir, plus de 60% des cadres se connectent entre 21h et minuit pour continuer à travailler, parce qu'en même temps, ils peuvent aller chercher leurs enfants. Il y a une organisation du temps de travail qui permet aussi, finalement, de s'adapter à beaucoup d'obligations, notamment personnelles, avec le côté pervers que l'on peut trouver. Alors justement, quels sont les effets négatifs sur les salariés de cette connexion permanente ? Eh bien, c'est alors les effets négatifs, on le sait, hein, on peut être en burn-out, on peut être complètement fatigué, on peut avoir des problèmes cognitifs, les problèmes oculaires aussi. On se connecte de plus en plus, on sait qu'il y aura des dégénérescences beaucoup plus importantes au niveau des yeux. Et puis, ces problèmes, si vous voulez, portent aussi sur la volonté peut-être de certains salariés de ne pas répondre. Mais quand vous voyez le collègue d'à côté qui répond, comment résister à la tentation en se disant, si moi je ne réponds pas, finalement, est-ce que je suis pas un peu la brebis galeuse ? Et il faut arrêter, c'est répondre à tous, les mails tournants, parce que justement, plus de 30% du temps de travail quotidien est consacré au traitement des emails. C'est un peu absurde, on envoie des mails au collègue qui est à côté. On peut plus se lever pour parler, on envoie des mails. Donc ça devient vraiment un peu curieux comme relation au travail, voilà, comme communication. Quelle est la responsabilité de l'employeur ? Est-ce que c'est, comme vous l'avez cité, de limiter les usages, de ne pas envoyer de mails le week-end ? On arrête de passer autant de temps aussi à faire du reporting, à s'envoyer des mails. Et on va aussi parler de la responsabilité du salarié, puisque c'est aussi ce qui est remonté dans le répondeur. L'employeur doit être responsable à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il peut mettre, si vous voulez, des alertes pour informer et demander aux salariés d'arrêter de se connecter. Il ne suffit pas de dire il ne faut plus se connecter. Je crois qu'il faut peut-être aller au-delà, et la loi d'ailleurs ne l'oblige pas nécessairement, mais il faut vraiment prévoir des processus. Donc surveiller l'hyperconnexion des salariés. Il faut mettre en place des mesures de formation pour le management. Aussi inviter les managers à ne pas stimuler, à ne pas demander aux salariés de répondre, de faire des reportings à toute heure du jour et de la nuit. Et évidemment former aussi les salariés à un usage mesuré. On sait qu'en réalité, 80% des emails intempestifs émanent de 20% des salariés. Donc, si vous voulez, il faut identifier les salariés qui ont peut-être un usage démesuré. Qui envoient des mails à tout va. Voilà, des mails à tout va, répondre à tout le monde, alors que d'autres ont un usage modéré. Donc, en fait, il faut pouvoir doser la formation, l'information. Donc, former les managers et former les salariés aussi. Les salariés à ces outils qui arrivent. Là, on est dans des comportements individuels. Est-ce que c'est pas trop intrusif de dire regardez pas vos mails, et même est-ce que c'est possible ? Non, je pense que ça n'est pas possible pour en tout cas les salariés qui sont cadres. Pour les cadres dirigeants, c'est impossible en réalité de leur demander de limiter leur accès à leur courriel et à l'information. On sait que plus de 80% des cadres se connectent pendant leur congé payé, de peur de rater une information, et surtout pour 60% de peur de prendre du retard. Donc en réalité, pour éviter d'être surchargé, en fait, ils se connectent pour ne pas être débordés à la rentrée. Donc non, c'est illusoire et c'est intrusif, effectivement. D'ailleurs, dans l'accord Orange, le salarié peut demander à la direction qui s'occupe justement des services d'information d'avoir l'information en termes de mesures de connexion. Il peut avoir accès au nombre de connexions qu'il a, les courriels qu'il envoie, etc. Ce qui existe déjà, puisqu'on a un droit d'accès avec la CNIL à nos propres informations. Mais l'accord le prévoit, ce qui montre en fait que c'est bien interactionnel.
Le salarié peut aussi demander un état des lieux de ses propres connexions. Et comme vous l'avez dit, il en va aussi de la responsabilité du salarié de prendre des moments de ressourcement, parce que sinon, effectivement, on est toujours connecté, on n'arrive jamais à faire de véritables pauses pour mieux repartir après au travail. Alors, et on peut arriver à des situations de burn-out. De burn-out. Et puis, on voit aussi, vous savez, il y a la vie professionnelle et la vie personnelle qui sont imbriquées. Si, quand je rentre chez moi, j'ai toujours le nez sur mon iPhone ou sur un autre outil, et que je ne parle pas à mon conjoint, je ne parle pas à mes enfants, à un moment donné, tout explose. Et la grande plainte dans les séparations, c'est l'absence de communication. Ça, c'était déjà il y a 20 ans. Françoise, est-ce que vous avez des exemples de ce qui a été mis en place, de ce qui a été testé justement dans cette logique de déconnexion au sein des entreprises ? Alors, j'en ai qui ne sont pas spécialement d'ailleurs françaises, puisque BMW, par exemple, a déjà permis aux salariés qui travaillent chez eux d'inscrire ces heures sur leur compte épargne-temps. Alors, Areva, par contre, a déjà mis en place effectivement et a des mesures et a demandé aux salariés, ils bloquent les envois de mails de 20h, je crois, à 7h du matin, avec donc une diminution, mais avec vraiment une formation, une information des salariés. C'est-à-dire que si on bloque, mais qu'il n'y a pas d'information, cela ne fonctionne pas. Tous les accords prévoient la même chose, c'est-à-dire qu'on fait un diagnostic et ensuite on discute avec, dans l'idéal, les instances représentatives et enfin on propose des mesures qui s'adaptent en termes de formation des managers, des salariés et qui permettent donc ensuite une évolution. Parce qu'il ne suffit pas de le faire, ces accords sont évolutifs. Il faut prendre en considération ce que ça va produire dans l'entreprise. Donc de la discussion, du dialogue et de la négociation. Merci beaucoup Françoise Maréchal-Thiolande d'être venue sur le plateau de Fréquence Auto. Merci. Mais vous restez avec nous. Fréquence Auto, le regard de... Et aujourd'hui, c'est le regard de Patrick Michel, secrétaire FO du comité de groupe PSA. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Vous allez nous donner votre vision sur ces questions du droit à la déconnexion. Alors, est-ce que la législation évolue dans le bon sens et est-ce que c'est facile de négocier sur ce sujet ? Alors oui, effectivement, la législation, c'est une bonne nouvelle qu'elle prenne en compte ce problème d'hyperconnexion. Mais cette loi n'est pas une fin en soi. Dans le sens où elle va intervenir malheureusement quand le salarié aura été victime finalement de cette hyperconnexion. Ce qu'il faut faire dans les entreprises, que vous avez dit tout à l'heure de manière très pertinente, c'est effectivement appréhender l'hyperconnexion et négocier de manière pragmatique dans les entreprises. Alors vous discutez en ce moment de ce sujet ? Comment ça se passe Alors dans mon entreprise, chez PSA, on en discute, oui, c'est un sujet d'actualité. C'est aussi le cas dans d'autres grandes entreprises, notamment l'automobile, donc Renault aussi actuellement. C'est difficile parce que on a tous la volonté, y compris l'employeur, de dire nous reconnaissons qu'il y a un problème sur l'hyperconnexion et nous voulons que le salarié en souffre moins si tant est qu'il en souffre. D'accord ? Mais on est très rapidement, et vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, confronté aux réalités d'une entreprise internationale. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a effectivement un collègue à l'étranger qui a un besoin qui se fait avec un décalage horaire ? Il faut être les premiers à répondre parce que... Parce qu'il peut y avoir effectivement des enjeux internes de l'entreprise, mais y compris externes, peut-être avec des marchés qui sont en concurrence avec d'autres clients, et tout simplement, celui qui n'est pas là pour répondre, c'est celui qui perd le marché. Le problème de l'hyperconnexion, c'est vraiment... la priorité qui doit être faite sur les actions des salariés. Est-ce que c'est pas aussi au salarié de lui-même arbitrer ce qui est prioritaire par rapport à son job ? Bien sûr. Alors, nous FO, évidemment, on est dans cet état d'esprit-là. Le salarié, bien évidemment, qu'il a toutes les capacités pour faire les choix. Garder sa liberté de décider ce qui est important ou pas. La liberté du salarié s'arrête là où commence la priorité de l'employeur. Et c'est en cela où ils doivent se mettre d'accord. Il n'est pas inutile, surtout actuellement avec les moyens modernes de communication que nous avons, pour les salariés d'aller régulièrement voir son chef et de lui demander de prioriser. C'est quelque chose qu'on ne fait plus parce qu'on se croit dans une liberté extraordinaire avec tous les outils dont on dispose. Et c'est finalement quelque chose qui manque de plus en plus. Puisqu'on a une représentante de la loi aujourd'hui, on va parler des risques pénaux
Oui, puisque c'est une loi, quels sont les risques pour les entreprises de ne pas appliquer ce texte ? Alors, le risque est assez limité. On pourrait considérer, par exemple, pour une entreprise qui ne négocie pas, qui ne remplit pas son devoir de négocier annuellement sur ce plan-là, un délit d'entrave, ce qui ne serait pas très méchant. Par contre, si l'employeur a connaissance de techniques de management de type harcelante, où un manager stimule sans arrêt ses troupes et qu'il ne pose pas de limite, à ce moment-là, c'est du harcèlement moral. Et à ce moment-là, eh bien, on l'a vu dans certains dossiers assez brûlants, il encourt 2 ans de prison, le dirigeant, et une amende. Sachant que ceux qui en auraient eu connaissance, les autres managers, et qui n'auraient rien fait, seraient poursuivis pour complicité de harcèlement moral. Si le salarié a un accident du travail parce qu'il est hyper connecté et que le lien est réellement fait, à ce moment-là, on pourra poursuivre sur le terrain de la faute inexcusable et l'employeur devra à ce moment-là réparer intégralement le préjudice subi. Par exemple, si le conjoint doit s'arrêter de travailler pour s'occuper de la personne qui est blessée, etc., eh bien, l'employeur devra payer, y compris le salaire du conjoint qui a dû s'arrêter, etc., etc. Donc, le risque peut être très important et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment qu'il y ait une négociation à l'intérieur de l'entreprise et faire appel aux représentants syndicaux, délégués du personnel, enfin au monde du CHSCT, du CE maintenant, etc. Et c'est le but de cette émission, parler, discuter, échanger. C'est aussi pour ça que nous sommes là. C'est déjà la fin de ce numéro de Fréquence Auto. On se donne rendez-vous le mois prochain, Florence. Nous parlerons de handicap avec Riyad Salem, super sportif. Ouais, membre de l'équipe de France olympique, il a participé à 4 ou 5 Jeux paralympiques. Il est très impliqué sur les questions de handicap dans l'entreprise. Vous allez voir, c'est un sacré gaillard. Il fait de la natation, du rugby fauteuil, du basket. Et vous pouvez d'ores et déjà lui poser vos questions, vos interrogations en appelant le 01 84 25 17 17. Et puis si vous avez aimé cette émission, si vous avez pu en retirer quelque chose, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux via notre chaîne YouTube Fréquence Auto. Merci Florence, à très très vite. Merci Françoise Maréchal-Thiolan, merci Patrick Michel d'être venu participer à l'émission. Merci Louis. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur Fréquence Auto. Fréquence Auto. Fréquence Auto. Réécoutez cette émission sur la chaîne YouTube Fréquence Auto et partagez-la sur les réseaux sociaux. Tous les sujets qui concernent les salariés de l'auto sont dans Fréquence Auto.